Salut les topiens! Dans un mois environ, Bob Iger va annoncer aux actionnaires de la Walt Disney Company qui il recommande de choisir pour sa propre succession à la tête de la plus grande entreprise de divertissement de tous les temps. Bob Iger, qui, vous le savez, ne devrait pas diriger la Walt Disney Company, et ce depuis 2020. Et ces derniers jours, il se met en scène. Il est à nouveau retourné à Yas Island, aux Émirats Arabes Unis, et vous voyez ces images de Bob Iger seul dans le sable, à l'emplacement même où sera très bientôt construit le prochain parc Disney. Ces photos, évidemment, elles rappellent celles de Walt qui circulent beaucoup en ce moment, justement à l'occasion de la sortie d'un documentaire sur la création de Disneyland. C'est une mise en scène qui est loin d'être anodine. Bob Iger n'a jamais caché son admiration pour Walt Disney. Cette photo du bâtisseur de monde, elle permet aussi pour Bob Iger de sortir la tête haute en ayant enfin réussi à redresser les chiffres qui ont été parfois contrastés ces dernières années de la Walt Disney Company. Ce qui met en scène là, c'est sa réussite, et il commence à essayer de bâtir le souvenir de son passage à la tête de l'entreprise. Bob Iger, c'est une figure qui m'intéresse énormément, mais c'est aussi un bilan contrasté. Bien sûr, exceptionnel sur le plan financier, en revanche beaucoup plus discuté sur l'aspect créatif et même parfois sur certains aspects stratégiques et aussi humains. Et dans cette vidéo justement, on va revenir à la fois sur son parcours, ses premières grandes réussites, au moment de son premier départ, les limites en réalité de son succès, jusqu'à ses vrais échecs, et enfin son retour à la tête de la Walt Disney Company. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti! On le sait assez peu, mais Bob Iger démarre sa carrière à la télévision. Il en parle parfois avec un peu de second degré, mais c'est à la base un présentateur météo sur des chaînes locales. Il reconnaît lui-même d'ailleurs qu'il était plutôt mauvais dans l'exercice. C'est un détail qui m'intéresse d'ailleurs sur sa personnalité. Aujourd'hui, le métier d'un chef d'entreprise de son envergure, c'est bien sûr la représentation et la prise de parole. Il renvoie parfois des signaux d'une personne quelque peu introvertie. C'est un dirigeant qui, au début de son mandat, s'est assez peu mis en avant. Ses prédécesseurs étaient clairement beaucoup plus extravertis, notamment Michael Eisner, mais aussi bien sûr Walt Disney. Lorsqu'il est salarié de ABC, il commence à gravir donc les échelons chez ABC, où il devient un cadre dirigeant. Il n'est pas réellement encore salarié Disney, puisque c'est seulement en 1995 que Disney rachète ABC. À l'époque, c'est racheté pour environ 19 milliards de dollars. C'est l'une des plus grosses acquisition du secteur du divertissement à l'époque, et Iger se retrouve en fait salarié de la Walt Disney Company de fait. Mais je pense que cette acquisition, elle est aussi fondatrice dans la vision que lui-même a de l'entreprise, puisqu'on le verra après, Bob Iger a été le spécialiste des acquisitions à la tête de la Walt Disney Company. C'est deux milieux évidemment qui se côtoient, qui sont extrêmement proches, mais qui fonctionnent pas exactement de la même façon. Ça a probablement aidé aussi à façonner sa vision. À la télévision, il faut faire énormément d'acquisitions, de contenu, de marques, de licences. C'est aussi un secteur où la production de contenu est beaucoup plus dense que dans le secteur cinématographique, et donc son passage chez ABC a forcément consolidé sa vision pour ce qui a suivi ensuite. À la fin des années 90, Michael Eisner est en train de s'isoler, il a perdu son binôme à la tête de l'entreprise, et surtout la Walt Disney Company connaît un vrai ralentissement créatif. Les gros succès deviennent en fait ceux de Pixar, qui n'appartiennent pas encore à Disney, et Michael Eisner était réputé pour avoir un relationnel parfois difficile, et donc l'entente était plutôt mauvaise avec les studios Pixar. Iger, pendant ce temps-là, justement, il se fait remarquer parce qu'il est plus discret, plus consensuel, très bon en négociation, un profil très apprécié des autres collaborateurs, d'excellentes relations humaines de manière générale. Vous le savez, en 2005, il y a une énorme crise de gouvernance à la tête de la Walt Disney Company entre Michael Eisner et le neveu de Walt Disney, et donc c'est finalement Bob Iger qui est nommé président de la Walt Disney Company. L'arrivée de Bob Iger à la tête de l'entreprise se fait sentir dès l'année précédente, avec d'abord le rachat du studio Pixar. À l'époque, Disney rachète Pixar pour 7,4 milliards de dollars. Pixar avait déjà produit 7 films qui ont tous été rentables. Et en attendant la renaissance des studios Disney, Pixar reste en fait le poumon de la Walt Disney Company à l'époque. Tout ça, c'est possible encore une fois grâce à l'excellent relationnel de Bob Iger, qui a normalisé ses relations avec Steve Jobs, mais aussi le directeur créatif de Pixar qui était John Lasseter. Ce dernier, à qui Bob Iger va donner un immense pouvoir créatif au sein de la Walt Disney Company, puisqu'il sera nommé plus tard le directeur de l'animation des studios Disney. Il sera donc à la fois directeur artistique chez Pixar et chez Disney, et ainsi les classiques d'animation recommenceront à fonctionner au cinéma. Ensuite, en 2009, c'est l'acquisition de Marvel. Je pense que Bob Iger, depuis plusieurs années, se focalisait sur le modèle de Warner, qui détenait déjà à l'époque les DC Comics. Donc Marvel est acquis pour 4 milliards de dollars. Vous l'avez noté, beaucoup moins cher que Pixar, beaucoup moins cher car tout simplement beaucoup moins puissant à l'époque. Le Marvel Cinematic Universe n'en est vraiment qu'à ses débuts. Un pari réussi. Là aussi, Bob Iger va faire confiance à un directeur créatif qui va augmenter la cadence de production autour des Marvel et qui va permettre de fédérer une vraie communauté de fans autour de ces films. Les films Marvel vont générer 22 milliards de dollars au box-office mondial entre 2008 et 2019. Toujours avec cette logique d'acquisition de licences, de contenu, un peu comme
le ferait effectivement un diffuseur télé. C'est le début des emmerdes, évidemment le rachat de Lucasfilm. On l'a d'ailleurs traité dans la vidéo précédente. Lucasfilm est racheté pour 4,5 milliards de dollars en 2012. À cette époque-là, la licence est complètement endormie. C'est tout de même un succès commercial car les films Star Wars produits par Disney vont rapporter environ 6 milliards de dollars au box-office entre 2015 et 2019. À cette époque, c'est cette acquisition qui permet à Disney de le propulser comme étant le leader incontesté du divertissement. C'est aussi les premières failles de la vision stratégique de Bob Iger, car évidemment, cette nouvelle trilogie est extrêmement contestée. On apprendra plus tard qu'il fallait produire ces films extrêmement vite, à peu près à la même vitesse que les Marvel ou les classiques d'animation, c'est-à-dire à raison de au moins un film par an ou un film tous les 2 ans, ce qui est énorme sachant que Star Wars était endormi et n'avait jamais subi un tel rythme de production. Malgré ces critiques, on est en 2019, à la fin du premier règne de Bob Iger, et il peut se vanter effectivement d'un immense succès commercial. Sous Bob Iger, le chiffre d'affaires de Disney passe d'environ 31 milliards de dollars en 2005 à 69 milliards de dollars en 2019. La capitalisation boursière de l'entreprise est multipliée par plus de 5 sur la même période. Et sur toute la période dont on vient de parler, il y a aussi une relance des parcs Disney, avec une multiplication des Disney Cruise Line et de nouvelles expériences dans les parcs à thème, après des années aussi de calme plat. Il faut savoir que les parcs Disney, sur cette période, vont représenter plus de 40% du résultat opérationnel. Mais là aussi, dans les parcs Disney, c'est la fin des créations originales, tout nouveau développement, est focalisé sur les licences, que ce soit Marvel, Star Wars, Cars, Les Princesses Disney, Reine des Neiges. Il n'y a plus de création originale, comme à l'époque de Pirates des Caraïbes, Haunted Mansion. J'ai d'ailleurs vérifié en faisant la vidéo, mais sauf erreur de ma part, les seules créations originales qui ont ouvert dans les parcs Disney sous le règne de Bob Iger, c'était Mystic Manor et la zone Grizzly de Hong Kong Disneyland. Une relance d'ailleurs dans ce parc qui était considéré comme l'un des pires parcs Disney, une relance qui a été voulue par Bob Iger. Donc sur le plan strictement financier, pour Bob Iger, tous les compteurs sont au vert. Il est impossible de dire qu'il a eu une mauvaise vision d'un point de vue financier. Mais pourquoi sa vision, déjà en 2019, commence à poser problème? Pourquoi elle est critiquée et pourquoi finalement elle pourrait être en fait une vision pas assez long-termiste pour la Walt Disney Company. Tout simplement parce que à partir des années 2010, la stratégie de Disney repose quasi exclusivement sur ses franchises, avec notamment l'émergence des remakes live-action, qui sont d'immenses succès commerciaux, mais qui sont très critiqués, et qui finissent en fait finalement par flopper, certains d'entre eux. Donc il y a des grands succès comme Le Roi Lion, La Belle et la Bête, et puis il y a des fiascos, comme par exemple Blanche-Neige plus récemment. Ce sont des films qui dépassent souvent le milliard de dollars de recettes au cinéma. C'est aussi une période où en fait la production de contenus originaux diminue fortement. Il y a toujours un nouveau classique d'animation tous les ans ou 2 ans, en alternance avec Pixar, mais que ce soit pour Disney Animation et Pixar justement, en réalité, il y a aussi la production d'au moins 1 à 2 suites par an. Vaiana 2, Toy Story 5, c'est aussi une stratégie qu'adoptent les autres studios, mais sauf que cette maximisation de marques déjà existantes font certes de très bons chiffres au box-office. Je vais prendre un exemple, par exemple celui de Vaiana 2, qui a effectivement très bien fonctionné au cinéma, mais tout le monde s'accorde à dire qu'en réalité c'était plutôt une mauvaise suite, et ce genre de contenu, selon moi, favorise une baisse de la considération de la marque Disney auprès du grand public, qui même lui, sans trop y prêter attention, remarque qu'il se fait un peu avoir et donc il conscientise la baisse de la qualité des productions Disney. Le raisonnement que je fais là vaut aussi pour les parcs à thème, où bien sûr on peut toujours imaginer de nouvelles techniques, de nouvelles innovations, mais qui doivent toujours reposer sur une licence qui a déjà été vue au cinéma. En 2019, Bob Iger prépare le lancement de Disney+. Tout semble indiquer que cette plateforme sera un immense succès. Bob Iger étant lui-même un spécialiste justement du secteur de la télévision et donc de la distribution de contenu à la maison, tout le monde s'accorde à dire que Disney+ sera forcément un succès. C'est à ce moment-là qu'il quitte la Walt Disney Company et donc il va participer au lancement de la plateforme et c'est donc son successeur, Bob Chapek, qui devra consolider ce lancement qui est d'abord un succès qui est porté aussi par la pandémie puisque forcément la consommation de Disney+ augmente lorsque tout le monde est à la maison, mais Bob Chapek, son successeur, se retrouve à gérer une crise sans précédent, fermeture prolongée des parcs, une chute spectaculaire du chiffre d'affaires, forcément, et à partir des réouvertures, une tension sociale et créative qui sont liées à des premières prises de décision qui sont clairement plus du tout celles qu'avait Bob Iger, c'est-à-dire une concentration du business de la Walt Disney Company sur la plateforme de streaming, une interruption des investissements dans les parcs à thème pour de futures extensions, et le retrait progressif des productions de la Walt Disney Company au cinéma. Ce qui provoque une immense défiance autour de Bob Chapek, des rapports financiers de plus en plus hasardeux qui entraînent son éviction à la tête de la Walt Disney Company. Une éviction, on l'apprendra plus tard, qui a probablement été organisée par Bob Iger, qui, en secret, grâce justement à ses excellentes relations humaines, a permis son retour
dans le dos du successeur qu'il avait pourtant choisi. À son retour à la tête de la Walt Disney Company, il y a un fort espoir parmi les collaborateurs, mais il va y avoir aussi une forte période de désenchantement, car ce sera aussi une des périodes les plus controversées du règne de Bob Iger à la tête de la Walt Disney Company, avec d'abord la suppression de 7000 postes, principalement dans les fonctions marketing, un désinvestissement autour de Disney+, dont les productions en fait vont cesser quasiment du jour au lendemain. Les gens étaient noyés de séries Star Wars, Marvel, tout ça a été interrompu, il y a quasiment plus de contenu de ce type-là sur la plateforme, de manière vraiment très occasionnelle. Disney+, désormais, sert principalement à héberger les grands succès de la Walt Disney Company, mais qui sont déjà sortis en salle. À son retour à la tête de la Walt Disney Company, c'est aussi celle du virage politique, parce qu'elle concorde aussi avec le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis. Ça signe la fin des contenus inclusifs dans les productions Disney, mais aussi dans les parcs et produits dérivés. Bob Iger, qui était plutôt réputé proche des démocrates, a aussi surpris une grande partie de ses collaborateurs. C'est aussi une période où il décide de réinvestir fortement dans les domaines créatifs, donc c'est la reprise des travaux dans les parcs à thème, c'est la reprise de grandes productions pour le cinéma, mais principalement de nouveau, du remake et des suites. Cette année, ce sera aussi la sortie de Toy Story 5, un retour au vert, mais un leadership qui est de plus en plus contesté, car une grande partie du public considère que la qualité des contenus des productions Disney ne cesse de baisser. Et pour couronner le tout, la construction d'un nouveau parc Disney à Yas Island aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, un nouveau parc qui n'appartiendra pas à la Walt Disney Company, qui n'est plus capable de créer de nouveaux resorts comme il savait le faire à l'époque justement de la création de Shanghai Disneyland. Le bilan pour Bob Iger, c'est quoi? Même après son deuxième mandat, on peut dire que c'est toujours, en tout cas, un succès financier, car malgré le contexte de crise de la Walt Disney Company entre 2020 et 2023, il a réussi à nouveau à redresser la barre. Et finalement, c'est surtout en temps de crise que Bob Iger est très fort. Mais il est aussi souvent désigné comme étant le responsable de l'affaiblissement de toutes ces licences, toutes celles dont on a parlé aujourd'hui, Star Wars, Marvel et même Disney compris. Il laisse une entreprise du coup qui est très dépendante de certains univers, donc une entreprise en réalité qui est quand même assez fragilisée d'un point de vue créatif et qui, à mon avis, n'a toujours pas trouvé le bon modèle pour la distribution de contenu à la maison, donc pour la partie gestion de la plateforme de streaming. Bob Iger, ça restera le PDG d'un empire, mais pas forcément d'un imaginaire renouvelé, mais plutôt d'un imaginaire à bout de souffle, ou en fait qui tourne en rond, une vision qui peut-être n'était pas assez long-termiste, mais qui a permis au moins de protéger et de faire grossir l'entreprise. En tout cas, vu ce qui s'est passé avec son premier successeur, je peux vous dire que ce sera difficile pour celui qui aura apporté le poids de l'héritage de la Walt Disney Company, et je serais très curieux aussi de savoir quelle sera la vision qu'on y applique. Il y a fort à parier tout de même que, étant donné ce qui s'est passé avec le précédent, les actionnaires soient plutôt rassurés par un profil qui souhaite en réalité prolonger la vision de Bob Iger. Donc je parierai pas de toute façon sur un changement de stratégie drastique et majeur, vu ce qui s'est passé il y a quelques années. Mais vous savez ce qui est passionnant avec l'univers créatif, c'est que c'est très compliqué de le faire fonctionner avec les enjeux capitalistes, les enjeux financiers. C'est toute la magie du divertissement. Faire Toy Story 17, Toy Story 18, Toy Story 19 ne peut pas vous garantir un succès éternel. Ça montre quoi tout ça? Une profonde intelligence du public. En réalité, on ne peut pas duper le public, même s'il est toujours très heureux de voir une suite d'une licence qu'il a adorée. Au plus profond de lui, ce qu'il veut voir, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va le surprendre, quelque chose qu'il n'attend pas. Et pour ça, il faut innover. Il faut aussi se diversifier. C'est ça qui est passionnant à suivre. J'espère que cette vidéo sur l'épopée Iger vous a plu. Ça fait des années que je parle de lui sur la chaîne et pour la première fois, il faudra que je parle d'un autre PDG de la Walt Disney Company. Et d'ailleurs, c'est l'année où il quitte la Walt Disney Company que moi-même je quitte mon appartement. Je fais une petite aparté, mais le décor que vous voyez derrière moi, il va disparaître. Vous l'avez suivi sur la chaîne pendant plus de 6 ans, il a parfois un petit peu évolué. Ces dernières années, il était un petit peu plus statique dans mon prochain logement, dans lequel il y aura probablement 2 décors, un décor standard pour du format long comme ça, un setup plus de bureau pour tout ce qui est vidéo faite à chaud sur des sujets d'actualité un peu brûlants. Ce décor néanmoins, il va me manquer et vous allez retrouver des éléments de ce décor dans ce que je vais essayer d'installer dans mon prochain appartement. Ce que j'adorais avec ce décor, c'est qu'il représentait plusieurs facettes de mes passions et ma personnalité. Donc bien sûr, l'univers Disney, avec les Dapper Dan en Funko Pop. Il y a aussi un Railroad, forcément, l'une de mes attractions Disney préférées. Bien sûr, très grand fan d'Harry Potter, donc la collection des Harry Potter à l'occasion du 20e anniversaire de la sortie du premier livre. Vous pouvez les collectionner sur vos maisons. Moi, c'est Serpentard. Vous avez aussi toute la partie Star Wars, avec Rex, bien sûr, BB-8, Chewbacca,
et le livre qui raconte la création de Galaxy's Edge. Et puis je suis un immense fan de Tintin et j'avais acheté il y a quelques années ce coffret, une réédition des Tintins avec la fusée, et derrière il y a Tintin et la Lune qui était une réédition avec des planches supplémentaires et qui compilait donc Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Puis vous avez aussi toute ma collection de livres Disney, mais pas que. Ce petit décor, il va bien me manquer, mais vous allez retrouver ces éléments un peu partout dans mon prochain appartement, vous verrez ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!